Bonsoir à tous, bienvenue pour cette première clique de 2025. Aujourd'hui, on fait une clique un peu spéciale. On n'est pas sur une clique uniquement portée sur le parcours pro, mais une clique aussi portée sur les passions. Et ce soir, on accueille Weekend. Bonsoir. Cette fois, ça marche. On a le son, c'est mieux avec. Bonsoir Weekend. Donc Weekend, est-ce que tu peux rapidement nous parler un peu de toi, globalement, rapidement sur ton parcours et depuis combien de temps tu es chez Carré? Alors, globalement, sur mon parcours, moi j'ai un parcours plutôt ingénieur. Je me suis pas mal cherché quand même. Ok. Pendant que j'ai fait une prépa très maths, je me suis vu partir faire des maths toute ma vie. J'ai même eu une période où je me suis dit, tiens, est-ce que je ferais pas pilote de ligne? Bien Euh, cherché donc. Bien cherché. Finalement, je suis revenu à quelque chose que j'aimais beaucoup, donc la programmation. Notamment avec une assez grosse passion pour les jeux vidéo. Ok. C'est une passion que j'ai un peu gardée de côté. Après mes études, j'ai eu voilà, un petit souci familial pendant 2 ans. J'ai été dans l'entreprise de papa. Ok. Voilà, à faire rien à voir avec de la tech. Et Ok. ensuite, j'ai fait une formation de DevOps. D'accord. Avant de. Alors, j'ai pas rejoint tout de suite Carré, mais. Voilà, je fais j'ai fait une autre ESN et puis après je suis arrivé chez Carré. On a tous nos parcours, on a tous fait des choses avant, c'est normal. Et Et voilà, t'es- pour clôturer rapidement, voilà, après je suis juste. Après j'ai intégré Carré et ça fait 3 ans que je suis. Que je travaille ici et tout est super. Impeccable. 3 ans tout pile là? Non, Ou en bientôt fait, 3 ans? attends, j'ai Parce que dit, moi ça j'ai va dit faire 3 ans, bientôt. il me semble que j'étais arrivé avant toi, Non, non, attention. je dis bientôt, mais c'est un gros arrondi. Non, ça fait 2 ans et 3 mois. Ok, ok, ok. Ouais, donc parmi les plus anciens membres au final, hein, parce que les plus anciens sont pas là depuis beaucoup plus longtemps que ça, Karine n'est pas là depuis une dizaine d'années, donc ok. Hmm. Et donc là, t'es sur la même mission depuis 2 ans et 3 mois ou Ouais, t'as changé? j'ai fait la même mission sur toute la durée Ok, et je pense que ça va rester comme ça jusqu'à la fin. À côté, je faisais des missions un peu plus petites, on va dire, ok, que je pouvais faire à côté de la mission principale, mais ok, voilà. super. Et donc on a dit, bon, on a fait vite fait ton parcours, ce qui est pour mettre un peu le contexte, mais l'idée de ce live c'est de parler un peu des passions, donc tu nous as cité déjà une passion qui est les jeux vidéo. Mhm. On va parler d'autres passions sportives et aussi plus divertissement, Ouais. dirons-nous. Donc est-ce que tu peux nous présenter ton sport? Alors, je suis un escrimeur depuis que j'ai 6 ans à peu près. C'est un sport que j'ai toujours adoré, qui est génial. Euh, qui- c'est un sport extrêmement tactique, extrêmement dynamique, c'est Ouais. très explosif. Ça se joue en très peu de temps, ça mobilise plein d'aspects du sport, c'est génial. Bon, au niveau physiquement déjà tout le corps est mobilisé parce que tu dois te déplacer avec les jambes, il y a les bras qui jouent aussi, donc Absolument. D'ailleurs, c'est un peu comme le tennis, c'est très déséquilibré, côté droite-gauche. d'accord. Côté dominant. Voilà. C'est. Et aussi bien le haut que le bas d'ailleurs. D'accord, ouais, parce que t'as le bus qui est tourné, t'as les jambes qui sont C'est orientées. ça. Donc déjà, l'escrime, sport un peu, enfin pas une énorme visibilité en France, je trouve. Ouais. Seulement tous les 4 ans quand il y a les Jeux Olympiques parce que ça ramène beaucoup de médailles, donc ça intrigue et on y va. Mm. Moi le premier, je regarde tous les 4 ans beaucoup l'escrime et je trouve ça assez intéressant. Après, c'est vrai que bah, déjà tu as 3 différentes armes, Oui, tu as le fleuret, le sabre et ce que moi je fais, l'épée, d'accord? avec des règles assez différentes. Il y a très peu de gens qui font des transitions entre les sports et c'est rarement niveau compétitif, je crois. Parce qu'en fait, tu reprends quasiment à zéro, c'est presque des sports à part. Ouais, alors qu'au final ça a l'air très similaire. Mm. Les techniques, les déplacements et tout ça sont des choses vachement propres à chaque arme, quoi. Ouais, en fait, il y a d'énormes similarités, mais il y a des différences qui sont aussi on soupçonne pas tout de suite. D'accord? Mais par exemple, si on prend le sabre, la garde n'a rien à voir. Tu vas avoir la pointe qui est levée, tu vas être prêt à taper avec la lame, à défendre le haut du corps. Alors que, en fait, c'est une posture et c'est des mouvements que tu vas ancrer, qui en fait vont jamais te servir si tu changes l'arme. Ok. Et donc, toi, tu nous as dit que tu étais épéiste. Oui. Et donc, quelles sont les spécificités de ton arme à toi alors? Alors, les deux spécificités les plus
frappante, on va dire, c'est déjà le fait que tu peux toucher l'intégralité du corps. D'accord. On dit même souvent de manière un peu ironique qu'on peut toucher le dessous de la semelle. D'accord. Parce qu'avec avec le fait que le bout de l'arme peut se retourner. Non, juste ou le fait juste la qu'en flèche. fait, en fait, c'est valable. C'est-à-dire que si le mec il lève le pied et que tu touches le dessous du pied, c'est bon. Ça compte. Ok. Alors, pour la petite anecdote d'ailleurs, ça m'est arrivé une fois Ok. d'en mettre une comme ça, parce que moi j'aime bien aller chercher le pied. J'ai réussi à. Mais en fait, c'est pas, c'est pas une touche qui est légale. En fait, j'ai raclé sur le sol et je suis allé glisser jusqu'au C'est dessous sous de la la semelle. Le truc, c'est que l'arbitre l'a pas compté parce Ok. que on avait un doute. Est-ce que c'est le pied? Est-ce que c'est la piste qui est allumée? Parce que des fois, tu peux avoir des défauts d'isolement. D'accord. Et puis de toute façon, je pense que l'arbitre a mal justifié l'annulation, mais de toute façon, j'ai pas le droit de racler sur la piste. Donc Ok. à partir de là, on n'aurait pas de Et débat. donc t'as dit isolation de la piste. Donc en Mm. fait, parce que je sais qu'en fonction des différentes armes, parfois c'est seulement le buste, il me semble pour le fleuret. Ouais, alors le fleuret, tu peux toucher que le tronc. Ouais, c'est ça. Ok. Et le sabre, c'est au-dessus de la ceinture, donc bras et masque compris. D'accord. Et tout ça, au final, il y a un côté très technique dans ce sport parce que la touche, elle est matérialisée par un courant qui passe et qui allume une lumière. C'est ça. Alors, il y a un courant qui passe dans l'arme et qui va aller être branché à des petites lumières sur le côté de la piste, là, comme on Ouais. voit. Ça peut prendre des formes assez diverses, mais on a l'image des JO qui font des grosses lumières Ouais. rouges et vertes. C'est toujours rouge et vert d'ailleurs. Mhm. Et alors, au fleuret et peut-être au sabre, mais on la voit beaucoup moins, il y a aussi des petites lumières blanches sur les côtés. D'accord. Parce que typiquement, si tu touches le bras à un fleurettiste ou n'importe quelle autre zone que tu Non peux pas touchable. toucher, Ouais. vu qu'il y a un petit interrupteur au bout de la pointe, ça va connecter. Ah, ok. Sauf que ça va partir d'un circuit secondaire qui va aller allumer une lumière blanche pour indiquer un non valable. D'accord. Et donc ça peut être aussi un peu embêtant si par exemple tu racles le bout de la tenue. Mais en fait, ça va aller toucher quand même la surface non valable, ça touche les deux. Et du coup, là, c'est non valable parce que y a la lumière blanche qui s'allume aussi. Ok. Le non valable prime sur le valable. Et ça peut annuler même, par exemple, si tu as la priorité mais que tu fais ça, Mhm. l'autre, même s'il touche de manière valable, en fait, c'est toi qui as la priorité, mais c'est non valable. Et donc, il me semble que dans ces cas-là, ça remonte à il y a longtemps, mais il me semble que dans ces cas-là, la touche est non valable. C'est toi qui as la priorité, donc c'est toi qui as la touche, mais non valable. Ah ouais, donc au niveau je sais, il me semble que cette histoire de priorité, j'en ai entendu parler. Hein. Comme je vous ai dit, j'ai pas mal regardé les JO et depuis plusieurs Olympiades et je me suis un peu intéressé à l'escrime. Mais c'est vrai qu'au final, même en tant que spectateur, quand tu connais pas beaucoup le sport, tu vois les différentes épreuves, tu vois l'épée, le fleuret et le sabre. Il y a des moments où tu comprends pas trop. Tu parles de priorité. Dans l'épée, il y a une priorité Alors, aussi. ça, c'est la deuxième spécificité. Au fleuret, à l'épée, il n'y en a pas de priorité. Voilà, c'est bien ce que je me disais. On touche tous les deux en même temps, et ben on a tous les deux le point. D'accord. Et pour un peu, on va dire, contrebalancer ça, le temps entre deux allumages de tête de pointe est très très faible. Je ne saurais pas donner le temps exact, mais ça se joue entre peut-être 0,1 et 0,3 secondes. Ok. Donc il faut vraiment toucher en même temps, en même temps. Des fois, tu es persuadé d'avoir touché en même temps que le gars, et en fait, il a touché juste un tout petit peu avant, et bah, t'allumes pas. Pas mal. Et du coup, il n'y a pas d'histoire de priorité. C'est-à-dire que au fleuret, tu es obligé, par exemple, de menacer en premier, je crois. Il y a De lancer une attaque et pour avoir la Alors, priorité. C'est pas lancer l'attaque, c'est menacer en premier. Donc par exemple, tu allonges le bras en Ouais. premier, c'est toi qui as la priorité. D'accord. Et donc l'autre, il doit soit attendre la fin de ton attaque, donc te faire tomber dans le vide, ou attendre que tu raccourcisses le bras, ou alors te parer. Au sabre, c'est un peu pareil, mais là c'est le premier qui lance l'attaque pour le coup, donc c'est avec les Ouais. jambes, il me semble. Donc Ouais. le premier qui lance l'attaque, il va avoir la priorité, donc tu es obligé de parer, ou pareil, je pense que tu peux le faire tomber dans le vide, avant de pouvoir contre-attaquer. Toutes ces histoires de parade-riposte. Exactement. Qui te permettent Alors qui a l'air compliqué quand les juges les délibèrent. Alors, ouais, c'est vrai. Et alors, c'est beaucoup plus simple à l'épée, où pour le coup, en fait, on s'en fout. T'allumes, Ouais. point, t'allumes pas, pas de point. Alors, évidemment, c'est pas aussi simple. Il y a toujours tout un tas de conditions qui peuvent annuler ta touche. Mhm. Par exemple, si tu sors en même temps que tu touches, soit à l'arrière des deux jambes, soit sur les côtés, il me semble aussi que c'est des deux jambes, ça marche pas. Si tu tombes pendant que tu mets une touche, enfin voilà, tout un tas de. Des petites règles en plus. Normalement, si tu touches la piste, c'est annulé direct, comme j'avais un peu Ouais. sous-entendu tout à l'heure. Cette règle-là, elle est moins appliquée. Je ne saurais pas te dire si c'est le cas au JO ou pas, d'ailleurs, il me semble que ça touche assez rarement au sol. Ouais. Mais voilà, techniquement, tu n'as pas le droit de toucher la piste. Parfois, certains arbitres un peu laxistes ou un peu qui veulent pas non plus sanctionner absolument tout et n'importe quoi, Laisse un peu jouer quoi. laissent un peu jouer. D'ailleurs, c'est assez connu, mais en fait, tu vas jamais appliquer le règlement à la lettre. D'accord. Sinon, il y aurait des fautes partout. Ok. Ce serait assez compliqué. Donc, des fois, on est un tout petit peu tolérant à ce niveau-là. Ok, intéressant.
C'est marrant parce qu'il y a certains sports où ça l'est pas du tout, mais là, il y a ce côté un peu tolérance avec le règlement. Après, ça dépend aussi du niveau. Je pense qu'il y a beaucoup moins de tolérance au JO, mais il faut aussi énormément moins de fautes. Techniquement, ils sont un peu plus. Enfin, c'est leur métier, donc ils font un peu plus d'attention. Exactement. Et tu parlais de la piste, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir. Il y a une distance réglementaire et une largeur réglementaire sur la piste d'escrime. Ouais, alors c'est 14 mètres de longueur. Ok. Après, c'est pas toujours 14 mètres de piste métallisée. Ok. Disons que, en fait, au bout de 14 mètres, t'es sorti. Enfin, quand tu atteins le 14e mètre, si tu sors des deux pieds, on arrête la touche et point pour l'adversaire. D'accord. Si tu sors sur les côtés, c'est pareil, on arrête la touche et on te fait reculer d'un mètre. D'accord. Donc tu peux prendre un peu plus de pression pour Alors l'adversaire. ça dépend. Alors je crois que la règle c'est plutôt l'autre qui avance et toi qui t'adaptes à sa distance. Enfin, de toute façon c'est l'arbitre qui te replace. Donc Ok. voilà, on replace là. L'avantage c'est que l'arbitre donne les indications et toi tu suis quoi. Exactement. Et d'ailleurs on voit régulièrement. Encore une fois, là je parle à un niveau un petit peu plus bas, on voit régulièrement des gens essayer de gratter un peu de distance en se disant non, je suis pas tout à fait sorti, c'est bon. Parce que si tu sors sur le côté alors que tu es aussi en fond de piste et que la touche doit te faire reculer en dehors, bah en fait, tu perds le point. Ouais. Et des fois, tu as des gars qui se retrouvent comme ça, ah non, c'est bon, je suis pas sorti. Je suis dedans. Alors non. Et donc Ok. donc voilà, tu as des petites choses là. Alors, pour entrer un peu dans les détails techniques, évidemment, le milieu de piste du coup est à 7 mètres. Ok. Tu commences à. La ligne de mise en garde est à 2 mètres de chaque côté. Donc tu as 4 mètres entre chaque tireur. Ok. Ensuite, de chaque côté, tu as 3 mètres de plus avant d'arriver à la ligne d'avertissement, qui sont des petites lignes qu'on voit pas toujours très bien. Un petit pointillé là qui est au bout. Ouais, c'est ça. Juste en fait, avant la sortie définitive, qui est une continue, il me semble, Mhm. effectivement, tu as une petite zone qui en fait sert à donner une indication visuelle pour que le tireur se dise ah, ça y est, je suis dans mes 2 mètres, encore un peu et je suis éliminé quoi. D'ailleurs, tireur, terme technique que tu utilises depuis tout à l'heure, mais tireur, effectivement. Oui. Effectivement, c'est comme ça qu'on appelle un escrimeur. Un escrimeur. C'est vrai que moi j'ai l'habitude d'utiliser les termes techniques. Ouais, mais t'as raison. Effectivement, on dit un tireur. Et donc, en fait, on dit pas vraiment un assaut. Enfin, si on dit un assaut, mais par exemple, si moi je vais voir un autre escrimeur pour lui proposer un match, je vais lui dire est-ce que tu veux tirer? Parce que tirer, c'est le terme pour aller faire un assaut en fait. D'accord, donc faire un match, quoi, un combat. Voilà, c'est ça. Ok. D'accord, marrant. Et alors moi il y a un truc qui m'a pas mal marqué en regardant l'escrime, c'est que tous les ordres ou les commandes de l'arbitre sont toujours en français. Alors oui, parce que historiquement c'est un sport français. Alors je veux pas être imprécis, je sais plus exactement si ça a été vraiment inventé par un français, etc. Mais en tout cas ça a été démocratisé. Ouais. C'est un sport qui vient de France et du coup pour un peu honorer tout ça, tout est en français et donc même des arbitres qui sont absolument pas francophones vont donner tous les ordres en français. Et donc t'entends le regard avec des accents de partout parce que les arbitres internationaux utilisent le français pour les c'est quoi, c'est des ordres, c'est des... Comment t'appellerais ça Je me posais la question. Oh, je sais plus. Je me posais la question tout à l'heure en disant bon, les indications de l'arbitre globalement sont toujours en français. Les appels peut-être. Les appels, des appels. Et je trouvais ça vraiment c'était marquant de voir des mecs. T'as l'impression qu'ils parlaient pas deux mots de français et en fait tu les entendais juste dire tous les appels en français quoi. Exactement. Il n'y a pas forcément besoin de savoir beaucoup parler français, mais ouais, faut savoir en garde, prêt, aller. Halt, non. Halt aussi, oui, exactement. Et je te dis, j'ai regardé quand même. Je sais pas tout à fait de quoi je parle, mais je connais des trop de trucs. Après, pour le florel sabre, t'as aussi tous les attaques, machin, attaque, parade, riposte aussi. Ouais, parade, riposte, ouais. Voilà. Ok. Et donc, tout à l'heure, tu nous as dit que tu as commencé à 6 ans, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce qui t'a amené vers l'escrime? Donc moi c'est pas le premier sport en école qu'on te propose quoi. Absolument. Alors à 6 ans, j'habitais dans la ville de Saint-Gratien, qui est un très grand club d'escrime. D'accord. On a des multimédaillés de partout. Okay. Quand tu rentres dans la salle, tu vois le palmarès du club et il est absolument fou. On a la chance de compter parmi nos anciens athlètes qui vient de temps en temps d'ailleurs au club. Philippe Boisse, qui est quelqu'un qui a fait des performances absolument folles, multi-médailles d'or individuelles et par équipe, JO, championnat du monde, tout, enfin c'est fou. J'ai même appris très récemment qu'en fait il a une renommée internationale dans la communauté de l'escrime. On a là depuis quelques années, on a des tireurs colombiens qui viennent au club.
Ah ouais. s'entraîner. Et donc, un soir, il y a Philippe Boisse qui vient. Et donc, il y a un des tireurs colombiens qui me dit: mais c'est fou, il y a Philippe Boisse et tout. Je le connais depuis. Enfin, j'entends parler de lui depuis que je suis tout petit et tout. Donc, non, Énorme. c'est assez fou. Et donc, voilà, on a un très bon club. Euh, Et donc c'est et par la donc, renommée du club? alors, un peu la renommée du club et aussi mon père qui, lui, aurait aimé, m'a-t-il dit, faire de l'escrime, D'accord. qui m'a amené dans ce club en se disant que ça me plairait sûrement aussi. Et il a vu juste, j'étais en extase devant les tireurs, je voulais commencer le jour même. Et il a dû me dire: non, attends, doucement, on se calme, on va réfléchir un peu, alors qu'il savait très bien que en fait, c'est juste qu'il fallait attendre le début de l'année. La nouvelle saison, quoi. Voilà, exactement. L'inscription, quoi, tout simplement. Et donc voilà. Ok, Et énorme. donc après, j'étais comme un fou. Vraiment, le sport est incroyable, je l'aime toujours autant. Et donc, j'ai hâte de. En fait, je suis encore en phase d'un peu reprise parce que j'ai arrêté pour les études. D'accord. Et la reprise est un petit peu moins simple parce que reprendre l'habitude d'aller au club tous les soirs. L'entraînement. Surtout que maintenant, il y a le travail, donc et surtout le déplacement en fait. Ouais. C'est ça qui est le plus compliqué. Ouais, parce qu'il n'y a pas non plus des clubs d'escrime partout, quoi. Il y a certains sports où tu peux trouver des clubs très Ouais, proches. puis À même Paris, de toute il y en a? façon, il y en a à Paris. Ok. Il y a aussi d'excellents clubs à Paris. Notamment le PUC. Ok. Notamment. Je sais même pas que ok. J'ai plus tous les noms en tête, mais il y a alors surtout en Île-de-France, on est très bon dans l'escrime. D'accord. Il y a beaucoup de clubs. Il y a un très bon niveau. Donc ça peut être super intéressant. Après pour un débutant jeune, ça peut marcher. Pas de souci. Pareil, À notre âge, maintenant, on est plus trop jeune, c'est ça que tu dis? non, ce que je veux dire, c'est que si tu veux commencer dans un club de Paris, Ouais. par exemple, je ne sais pas exactement parce que je ne les connais pas personnellement, mais ça peut être un peu plus dur D'accéder. d'accéder à un club Ok. parisien. On va te dire, je ne sais pas exactement ce qu'on va dire. Et je ne veux pas présumer de mauvaises choses ou faire de la mauvaise pub, mais voilà, les clubs un peu débutants, il vaut mieux peut-être aller sur des clubs de banlieue. Ok. Chez nous, on a des cours aussi pour les débutants même de tout âge. D'accord. Mais c'est vraiment un cours à part en fait. Ouais, en même temps, tu peux pas mélanger ceux qui ont Ouais. des dizaines d'années d'expérience avec des personnes qui apprennent tout juste à tirer et qui savent pas Ouais, ça. ni même comment se placer sur la piste ou comment se déplacer, quoi. Mm. C'est plus compliqué. Et tu disais tout à l'heure, tu parlais de renommée internationale. Je sais que les Français, on est quand même, enfin, de ce que je vois moi au JO, Ouais. parce que je sais pas ce qu'il y a d'autre comme compétition entre les 4 ans, dans les 4 années qui passent à Ouais. chaque fois, mais on a quand même pas mal de succès et quand même des Ouais. belles équipes de France qui, au niveau individuel, et aussi comme tu disais, il y a une partie équipe en fait dans ce sport qui paraît très individuel, tu as aussi du par équipe, quoi. Alors effectivement, on est très bon, pas que au JO. Effectivement, c'est assez représentatif de ce qui se passe en général. Ok, On est une très bonne nation au niveau de l'escrime. ok. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est malheureusement ça se voit pas trop. Mm. C'est un peu dommage. Alors je peux comprendre que ça soit un peu dur à regarder peut-être visuellement, de tout comprendre, etc. D'un œil extérieur. Ouais. Moi j'adore regarder l'escrime, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, on n'a pas trop peut-être la culture, peut-être, je sais pas, de regarder l'escrime. Ouais, mais... c'est marrant parce que tout à l'heure on disait c'est un truc qui a été amené par la France, enfin, au moins popularisé par la France, donc tous les commandements, tous les ordres sont en français. Et derrière, au final, ça n'a pas une visibilité énorme en France. Est-ce que tu connais des pays où c'est vraiment un sport où il y a une grosse visibilité? Alors là, Peut-être question piège, hein. N'hésite pas à dire question piège. Hein. Ouais, question piège. Non, je sais pas. Parce que pour moi, c'est vraiment un sport qui n'est pas mis en avant. Après, tu disais, moi je te dis, hein, c'est pas quelque chose, j'en ai jamais pratiqué, c'est pas une passion, je connais personne qui en fait dans ma famille ou dans mes proches, mais au JO, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant à regarder et c'est super rapide, même ce que tu disais, c'est qu'un combat, c'est super rapide, ça va vite, c'est des actions, oui, c'est coupé à chaque fois qu'il y a des décisions arbitrales ou quoi que ce soit, mais c'est quelque chose qui va très vite, même les par équipe, au final, un match par équipe, ça dure même pas une demi-heure, une heure globalement. Ouais, c'est ça. Et donc ça se laisse regarder très bien et c'est juste cette petite appréhension des règles qui est compliquée où on t'explique pas forcément à la télé quand tu regardes pourquoi il y a ça ou pourquoi il y a ça et tu peux avoir du mal à comprendre les décisions, quoi.
Ouais, bah après c'est un peu pareil dans tous les sports, hein. Quand tu regardes Ouais. le foot, les gens qui connaissent pas les. Tu sais, tu regardes un match avec C'est vrai. des potes et tout, et tu leur dis ah tiens, pourquoi ils ont arrêté? Ah ouais, ben là il y a le hors-jeu, machin. Ça Ça se c'est tient. vrai qu'il peut être un peu chiant à comprendre. Moi qui suis amateur de rugby, globalement, quand je regarde des matchs de rugby avec des amis, Ouais, le rugby ça va être pire en plus, hein. Guillaume par exemple ne comprend pas tout au rugby, mais on lui en veut pas. Tu Effectivement. Non mais voilà, de toute façon quand tu es là pour commenter un match, tu vas pas réexpliquer les règles en permanence. vois. Non, bien sûr. Voilà. D'ailleurs, au niveau commentateur d'escrime, je sais pas comment ça se passe. Je sais pas si ça, ils arrivent à bien tout décrire, à ambiancer. Moi je trouve que enfin, là pendant les JO ça m'a beaucoup plu. Ok. J'ai eu l'occasion aussi moi d'aller voir du pentathlon moderne à Versailles où, ils ont une épreuve d'escrime. Ouais. Il me semble que c'est du fleuret. C'était assez marrant à voir. Mais les commentateurs, je trouvais qu'ils expliquaient assez bien. Enfin, moi, de toute façon, j'ai appris sur le tas en regardant ça. Donc, globalement, les bases que j'ai des ripostes, enfin, contre riposte et compagnie, ça, c'est des trucs que j'ai appris en regardant la télé où ils t'expliquent pas, c'est pas un cours d'escrime, mais globalement, quand il y a une faute ou quand il y a une décision qui est un peu en train d'être réfléchie, c'est d'expliquer à l'audience comment Ouais. ça se passe. Donc, enfin, comme dans tous les sports, globalement, en soi, les commentateurs sont aussi là pour te faire comprendre comment ça marche, Oui. même si tu connais pas C'est toutes vrai. les règles, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, oui, effectivement, quand il y a une délibération d'arbitre et qu'il y a un temps un peu où le match est en pause, Mhm. effectivement, ça peut être une bonne occasion. Tu peux expliquer les règles. Mais je pense qu'il faut quand même quelques bases. Quand tu expliques les règles de priorité, de machin, ça peut être. Et puis t'as ce truc là au JO de en fait tu passes de l'épée au fleuret ou en passant par le sabre et au final t'as l'impression de regarder le même sport quand t'es un novice mais comme tu disais tout à l'heure c'est vraiment trois disciplines qui sont séparées et où techniquement et dans la manière de Ouais, tirer ça, c'est complètement différent quoi. Ah, les règles ont assez peu à voir. En plus, quand tu te concentres sur un des sports, tu vas pas forcément aller chercher les règles, à comprendre les règles, toutes les Ouais, règles de l'autre sport. Et en fait, on se rend compte assez vite que pour quelqu'un qui a qui a pratiqué ce sport pendant longtemps, quand tu changes d'arme, tu es complètement perdu. ouais, tu reviens, Ah, tu j'ai reviens perdu niveau zéro contre quoi. Ouais, c'est ça. J'ai perdu des matchs contre des gens qui avaient peut-être à l'époque, je devais avoir 14 ans, j'ai perdu contre des gars qui avaient 3 4 ans moins que moi Ouais, dans un autre sport et c'est pas flatteur. T'as beau avoir la connaissance un peu de savoir te déplacer sur la piste, potentiellement avoir. Tu sais, t'es plus développé aussi ouais, physiquement. bien sûr. T'as plus Mais d'allonge, t'es censé être plus grand. Ouais, c'est ça, et t'es pas à l'aise, c'est fou. Ouais, bah c'est cette manière. Enfin, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que déjà la zone du corps à taper. Après, tu as aussi la différente zone. Je sais que le fleuret, c'est que le bout qui Oui. permet de toucher. Fleuret et épée d'ailleurs. Et puis aussi, c'est que le bout. Ouais, il y a que le sabre en fait où tu peux taper. Le sabre, tu peux taper avec la lame, quoi. Ouais. Ok. Ouais, donc déjà rien que ça, en fait, si tu passes de l'épée au sabre, toi tu fais tes coups habituels où tu pointes vers l'avant. Au final, tu peux taper sur le côté, tu peux vite te faire avoir. Ouais, et puis même, en fait, il y a énormément d'habitudes. Par exemple, même entre fleuret et épée, tu te dis, ouais, la même garde, t'as Ouais. la main. Mais en fait, pas tant que ça. Par exemple, tu vas avoir la main un tout petit peu plus au milieu au fleuret, ça a l'air de rien. Mais typiquement, la raison pour laquelle l'épée, on dit d'avoir la garde bien à droite, c'est pour pas qu'on puisse attaquer à l'extérieur. Ce que le D'accord. fleuret n'a aucun sens en fait, parce que là, si tu attaques là, tu menaces rien. Ouais. Donc tu perds la priorité, le mec il fait juste ça, pas Ouais. fini, tu vois. Alors qu'à l'épée, tu peux gratter une petite touche Sur le bout de l'épaule, frôlant ouais. ouais, le bras, l'épaule, n'importe. Et tu grattes une touche qu'en fait tu n'aurais jamais eu. Tu peux faire des. Je te menace à l'intérieur, je vais à l'extérieur, extérieur au fleuret. Enfin à l'épée, pardon. Ouais. Alors qu'au fleuret, en fait, à partir du moment où tu fais extérieur, tu sors de la. Tu menaces plus, Ouais. tu perds la priorité, le mec t'en Pas avant, il fini. fait- ouais. Tu vois. Et du coup, ça peut être. En passant de l'un à l'autre dans n'importe lequel des deux sens. Mm. Au fleuret, un fleurettiste, il va pas défendre aussi bien son extérieur, en tout cas au début, quand il va faire de l'épée. Et l'épéiste, il va avoir sa pointe peut-être qui va un peu trop se balader, etc. J'ai moins vécu dans l'autre sens parce que moi, je suis surtout un épéiste qui voit des anciens fleurettistes et sabreurs arriver au club et essayer un petit peu le sport. Ok. Mais je sais que dans l'autre sens aussi, pareil, c'est ces trois disciplines qui. Je trouve ça, moi, ça me fascine vraiment que tu ce sport où en fait on appelle ce sport l'escrime, mais que dedans tu as Ouais. t'as trois trucs bien jalonnés ou qui sont bien différents et tu peux pas passer. Enfin, j'aurais pensé que tu pouvais faire l'un et l'autre, tu vois. Mais, Ouais, mais pas tant quoi. Pas Alors, du tout, tu mais peux, mais tu vas Ouais, avoir beaucoup mais- de mal. Et. Ouais, non, c'est. tu perds tes habitudes, enfin, c'est quand même Voilà, c'est tout un sport de réflexe. Si tu perds tes réflexes, la garde qui doit être un des trucs les plus importants, c'est vrai que tu peux vite perdre ton combat. Quoi. Ouais, la garde, n'importe quel réflexe, même des réflexes de déplacement sur la piste. Par exemple, au sabre, tu veux aller prendre la priorité en fonçant sur l'autre. Si tu fais ça dans les autres sports, tu peux te faire très vite ramasser. Ouais. Les réflexes de main, comment est-ce que je fais mes parades? Parce que à l'épée, typiquement, perdre une demi-seconde sur une parade, ça peut être terrible. Alors que au sabre,
Bon, ça va très vite aussi, mais tu vois, tu vas être plus. En gros, tu vas avoir le positionnement qui va te faire gagner du temps sur ta parade, que Ok. tu vas complètement perdre en n'ayant pas ta main au bon endroit, au fleuret ou au sabre. Enfin, si tu as tes réflexes d'autres épées, donc d'autres armes. Et donc, ouais, ça peut. En fait, c'est tellement déstabilisant, il faut des années pour se réhabituer. Et donc, voilà, Ouais, non, je sais même pas si au bout de quelques années, tu récupères vraiment les. C'est vraiment tes très réflexes, compliqué, ouais. ouais. Ah, j'ai vu des gens avoir du mal pendant des années, hein. Coup dur. Ouais, là, tu regrettes d'avoir changé d'arme, quoi. Ah, ouais, peut-être, je sais pas. Ah, Ah, j'imagine que s'il reste, non. oui, si tu restes, non, mais c'est vrai que tu redescends. Enfin, quand tu as atteint un certain niveau dans un sport, repasser sur un autre sport où au final tu dois tout réapprendre, ça doit être compliqué. Et donc, toi, là, tu as dit que tu avais fait une bonne pause pendant tes études parce que c'était compliqué de lier les deux. Ouais, en fait, c'était dans une autre ville, c'était dans un autre club, j'avais plus mes repères, j'avais plus mes habitudes. Mhm. C'était un club aussi, je suis pas ici dans un club qui était vraiment excellent, Ouais, un club un petit peu moins bon. ok. Et du coup, pareil, ne pas avoir les mêmes ressentis sur la piste, voilà, c'est plus compliqué. Et puis, enfin, les- quand tu fais des compétitions, Ouais, comme dans n'importe quel sport, tu te déplaces dans toute la France. ok. Et en fait, si tu perds l'habitude, si tu perds le truc, c'est compliqué de reprendre. Et aussi, il y avait moins de gens dans ce club-là qui étaient prêts à aller faire des compétitions nationales, peut-être. Alors en fait, c'est vraiment un tout qui a fait que j'ai été inscrit, mais j'étais pas. C'était vraiment juste. Ouais, Voilà, j'ai pas fait plus loisir que C'est ça. centre et compétition. Et là, tu as repris plus sérieusement, donc. Ouais, alors j'ai repris quand je suis rentré de La Rochelle, du coup j'ai fait mes études. Malheureusement, il y a eu le Covid, donc j'ai repris. Le Covid est arrivé, il y a eu des compétitions qui ont été annulées. J'aurais pu continuer et faire quand même une saison, mais en fait ça aurait été que de l'entraînement et une saison de reprise où tu peux faire que t'entraîner, c'est quand même pas terrible. Après, Je c'est sais, dommage, avec c'est les des scrims, c'est assez conditions Covid-friendly. T'as la garde, t'as le 1,50 m entre les deux personnes. Ouais, mais t'as toujours le passage au vestiaire, t'as toujours. Et puis même dans un stade, tu vois, t'as toujours le moment où tu vas passer à côté des Ouais, autres pour ouais, attendre la c'est piste vrai. pour machin. Tu peux pas. Même, il y a eu des manifestations, enfin des compétitions annulées. Il y a eu des compétitions où tu devais porter le masque pendant toute la compétition, même parfois sur la piste, il me semble. Euh, Trop prise de tête. Pour Ouais. une année de reprise, vraiment trop prise de tête. Je suis à peu près sûr qu'il y en a qui l'ont fait, qui étaient là quand il fallait. Bah, surtout tout ce qui est athlète, évidemment, Ouais, qui l'ont ouais, fait. quand c'est ton boulot. Franchement. Ils ont été extrêmement courageux. Enfin, même pas que à l'escrime d'ailleurs. Ouais, ouais. C'est les conditions- le passage Covid, ça a été très compliqué, je pense, pour énormément de gens. Bref, après ça, je suis revenu. Mhm. J'ai refait une saison complète où j'ai réussi à me requalifier au championnat de France, Ok. mais division 3. Alors, l'idée c'est que. Ça reste les championnats de France. Alors, ça reste le championnat de France, mais en fait, c'est pas le même. En fait, tu te qualifies aux deux premières divisions par les compétitions nationales D'accord. et tu te qualifies à la troisième division par des compétitions régionales. D'accord. Ce qui change un peu la donne. Mais ça reste les championnats de France. Je faisais partie des, on va dire, meilleurs de la région quand même. Si on exclut tous les athlètes Qui était là qui aussi. étaient déjà. Parce qu'en fait, l'idée c'est que tu prends le classement régional et t'enlèves tous ceux qui sont évidemment déjà qualifiés. Déjà en national, aux ouais, bien premières, sûr. voilà. Donc, pour une saison de reprise, c'était correct. Par contre, le jour des championnats de France, là, j'ai pas réussi du tout. Après, c'était un jour sans. J'avoue, c'était un jour sans, effectivement. Et puis pareil, là, la reprise, après j'ai repris, ça a été un petit peu plus compliqué. L'année dernière, j'étais moins actif, mais Ok. voilà, je suis toujours. En fait, ça met du temps de reprendre les habitudes. Ouais. Et donc, si je reprends pas les habitudes, mon niveau il remonte pas autant. Et puis, ne serait-ce qu'un truc tout bête, la pression de la compétition, je la vis différemment. Ouais, ok. Parce que quand tu as fait d'escrime toute ta vie, bah ok, la pression de la compétition, bon, c'est une compétition comme une autre, quoi. Mais quand on a fait depuis très longtemps, Ouais, la pause fait que tu l'appréhendes différemment, hein, c'est sûr. ouais, et puis je pense qu'aussi l'échec au championnat de France, ça m'a un peu secoué. Ah ouais. Ouais, depuis j'ai beaucoup plus de mal. C'est il y a combien de temps ça? C'était il y a un an et demi, je pense, Ok. à peu près. Donc, ouais, c'était. Parce que c'était pas les championnats de France de la saison dernière, mais celle d'avant. C'est d'abord, ok.
Donc c'était, j'ai pas réussi à être bon sur la piste, j'ai fait un seul match parce que c'est comment dire. Ouais, alors normalement Division 3 c'est pas le cas, normalement tu as des poules, des phases de poules, mais là il y a une poutre qui s'est écroulée dans le stade. Ils ont dû trouver un autre stade, c'était à Épinal. Alors ils ont quand même réussi, c'est tout à leur honneur, à trouver un autre stade dans lequel ils nous ont amené pour nous accueillir. Du coup ils ont dû changer la formule, pas de phase de poule. Et après voilà. C'était une question de timing parce qu'il y avait moins de pistes certainement. C'est surtout qu'il a fallu chercher la piste, ils ne savaient pas quoi faire. Ah oui, il a fallu attendre aussi l'arrivée des officiels pour voir si. Est-ce que c'était toujours aux normes? Est-ce qu'il y avait des risques ou pas? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il n'y a pas une poutre qui va tomber ici? Je pense qu'on est passé pas loin de limite annuler les championnats de France cette année-là et refaire plus tard ou carrément dans une autre ville. Ils ont réussi à quand même maintenir, à trouver un autre stade. Et donc, on a réussi quand même à faire la compétition. Après, c'est dur aussi parce qu'en soi, sur une compétition où tu t'attends toi à avoir un match de poule, à pouvoir potentiellement te mettre en jambe et avoir un déconvenu dès le départ, là, la première déconvenue a fait que c'était fini. Oui, mais après, ça, c'est des trucs, déjà, tu es censé être prêt en tant que sportif à des petites. Des petits imprévus, bien sûr. Des petits imprévus. Et puis, je peux pas non plus dire que oui, je m'attendais à, parce que, ok, on m'a prévenu qu'il y aurait des phases de poule, mais c'est pas comme si, tu vois, l'année dernière, je les avais pas faites, je m'étais pas déjà habitué. Oui. Et puis moi, de toute façon, je suis quelqu'un qui a plus de mal le matin. Donc en fait, le fait d'avoir toute la journée pour me réveiller, finalement, c'était pas si mal que ça non plus, quoi. Donc voilà, je suis arrivé contre quelqu'un qui était très bon, quelqu'un qui a réussi à me... Si je me rappelle bien, j'ai pris un tout petit lead et après il m'a cassé dans mon élan et voilà, je suis pas revenu. Il a très très bien conduit son match. Il a récupéré le momentum mais il l'a pas lâché. Ça. Ouais, ça c'est dur. Hein. Ça joue, j'ai l'impression que c'est un sport qui est très psychologique aussi quand même. Où tu peux vite prendre l'ascendant sur l'adversaire et une fois que tu as pris l'ascendant ou que tu as des touches qui passent bien, sur cette stratégie, sur sa tactique de jeu, tu peux vite lui prendre le dessus. Quoi. Ouais, parce qu'en fait, ça se passe très très vite, vraiment. Et en fait, tu peux pas... faut toujours être prêt. Tu peux pas te dire une demi-seconde d'inattention, machin, tu peux prendre exactement. Et du coup, c'est à toi aussi de gérer ta distance à ton adversaire. C'est une notion qui est vraiment fondamentale à l'escrime. C'est à quelle distance tu te situes de ton adversaire. Les deux tireurs bougent tout le temps et pourtant tu dois toujours te dire ok, là je suis en danger, là je suis pas en danger, là je suis en danger, là je suis pas en danger. Mais ça change aussi par rapport à l'adversaire parce que s'il a une allonge différente ou quoi que ce soit, il faut que tu arrives à comprendre par rapport à son allonge. Faut l'adapter. Où est ta zone de danger. Quoi. Ouais, et le truc c'est que autant la taille du gars et voilà, tu peux vite fait voir, tiens, est-ce qu'il a les bras longs ou pas. Même toute petite distance ça peut changer quelque chose, mais quand il est grand ou pas, tu peux voir sa taille. Mais tu as des gens qui font des très très grandes fentes, il y en a même qui se propulsent. Parce que normalement, en fait, la fente, tu bouges que le pied avant. Ouais. Bon, en pratique, tu vas avoir le pied arrière qui frotte un peu, tu vas te propulser plus, mais tu as des gens qui vraiment se jettent de tout leur corps. Ouais. Et ça leur donne des distances de fente que tu soupçonnes pas quand tu vois le gars. Et ça peut vraiment te surprendre. Tu as les vitesses d'exécution aussi, tu as des gens qui sont plus ou moins vite. Des gros réflexes, À l'escrime, tu as la flèche. À l'épée, tu as la flèche aussi. La flèche, c'est quand tu passes ta jambe arrière devant ta jambe avant. Ok. En gros, tu commences à courir, mais il y a toute une technique. Tu as une technique de balancier où tu vas te pencher en avant et boum, tu vas partir d'un coup. Ouais. Ça se finit en courant, mais en fait, c'est quand même. Mais t'as tout un timing à avoir, c'est super. Il me semblait que tu n'avais pas le droit justement de. Ton pied arrière devait toujours rester. Alors. Arrière. Pour le fleuret et le sabre, je sais plus. Ok. Mais restons sur ta discipline. À l'épée, si tu regardes bien les JO, tu vas voir qu'il y a des moments où si ça se croise. Ouais, ça se croise, mais c'est le moment où ils partent vraiment droit devant. Enfin, on dirait un peu l'attaque, si on prend des termes de jeux vidéo, un peu un ult. Le mec, il lance son machin et c'est ce moment-là où il finit un peu en courant. Quoi. Ouais, bon après c'est ça que t'appelles la flèche. C'est ça que j'appelle la flèche, ouais. Okay. Exactement. En fait, si tu regardes bien les pieds, en fait, tout simplement, les pieds passent devant. Et alors, quand tu commences et que tu es très jeune, on te dit de pas faire ça. D'accord. C'est à la fois une réglementation, il me semble, mais aussi surtout. Alors, l'épée, c'est un sport très libre. C'est une discipline très très libre où en fait, tu peux faire pratiquement ce que tu veux. Mais c'est pas pour autant que tu peux le faire et ça va être efficace. Ouais. Et donc, pour éviter que tu prennes énormément mauvais réflexes, tu as par exemple mon club et on n'est clairement pas le seul, on te forme d'abord au fleuret.
J'ai D'accord. commencé, j'ai fait que du fleuret. Ah, donc t'as quand même ce truc. Ok, d'accord. Au départ, Ouais. on te forme enfin, le fleuret, c'est un peu l'entrée pour rentrer dans la discipline, on te met au fleuret, quoi. Ouais, alors je sais pas si tous les clubs font ça, mais Ouais, en tout cas dans beaucoup c'est le cas. Je sais qu'aujourd'hui aussi les générations un peu plus jeunes que moi ont été formées et continuent à être formées au sabre aussi. d'accord. D'ailleurs j'étais nul au fleuret, mais donc ouais ça t'aide à tu vois à pas perdre, à avoir vraiment ton jeu qui est quand même un minimum structuré. Ouais, Parce que sinon tu vas avoir plein de problèmes. Parce que si on te dit ouais tu peux mettre tes pieds comme tu veux, faire des passes avant, des passes arrière, des ce que tu veux. Donc ouais, le terme technique pour le croisement Le de jambes, changement, c'est c'est la une passe. passe avant et Ok. passe arrière. d'accord. Euh, alors oui, c'est super utile, ça peut te permettre de faire plein de petites manœuvres, manipulations qui vont potentiellement perturber l'adversaire ou te permettre de récupérer un peu de terrain rapidement. Ok. Mais si tu fais ça tout le temps, si t'as pas quand même la garde, la posture qui est bonne, Mhm. bah, tu vas te faire juste massacrer. D'accord. Donc Et alors, C'est moi, pour ça que- une question que j'ai là, tu m'as dit que tu as commencé au fleuret, ça a duré Ouais. combien de temps ce commencement au voilà, fleuret? c'est Et comment tu as fait la transition? Qu'est-ce qui t'a amené à l'épée en fait? en fait, c'est le club de Saint-Gratien, c'est un club d'épéistes. D'accord, Donc, ok. même si on te forme au fleuret en étant jeune, c'est dans De base, l'optique, tu vas finir à l'épée quoi. voilà, de te faire de toi un épéiste. Alors tu peux toujours dire non, moi je préfère le fleuret et donc tu vas changer de club. Ok. Ou mais alors donc, tu- voilà. Ah oui, il n'y a pas de. Non, mais on déjà forme là, pas de là on met le fleuretiste. doigt sur un truc que je ne savais pas, c'est que tu as des clubs où c'est spécialisé dans une arme et ils ne font Ah oui. pas le reste. Ah oui, alors il y a des clubs qui font toutes les armes, il me semble. Ok, Mais c'est vraiment des très grands clubs, Ouais, ouais. notamment je pense, je crois qu'il y a des clubs parisiens qui font ça. Mais une bonne partie des clubs ne font qu'une seule arme. ok, ça Et c'est donc, énorme. Saint-Gratien, c'est un club d'épéistes. Ok. On est bon à l'épée et on ne forme pas du tout les autres armes. C'est fou. Et on n'est vraiment pas un cas isolé. La plupart des clubs en fait suivent un peu cette logique. Donc si tu veux par exemple, moi si je suis un épéiste, Mhm. enfin je suis un épéiste, et si je veux trouver un autre club, bah faut que ce soit un club d'épéistes. Bah oui. Et donc La Rochelle, j'ai eu la chance, c'était aussi un club d'épéistes. Ils faisaient du fleuret aussi, il me semble. Et c'était un peu un club mixte. Mais Ah Donc voilà, il y a des clubs qui font, une, je deux ne ou pensais trois. pas ça du tout, tu vois. Pour moi, c'était un club d'escrime et tu avais le jeudi des cours d'épée, le mardi des cours de fleuret, quoi. Mais en fait, pas du tout. quoi. Et non. T'en as, c'est t'en ça. as qui sont vraiment spécialisés dans une seule. Ok, Ouais. c'est fou. Et, C'est vraiment des sports différents, quoi. Mais Bah oui, tu- bah, Oui, mais tu le regroupes dans un seul et même, tu vois. Nous, bah, c'est enfin, comme si tu veux, c'est comme novices qu'on est, on ne sait pas, quoi. si tu veux une bonne analogie, c'est le volley et le beach volley. Ouais, Tu dis bah c'est pareil, c'est le même C'est sport. du volley, Non, du volley. c'est pas le même sport Non, du non. tout. Il n'y a même pas le même nombre de joueurs sur le terrain et tout. Et donc forcément, enfin, quelqu'un qui est bon au volley va pas forcément être aussi bon au beach volley Non. et inversement. Et je pense même que les coachs peuvent pas être les mêmes. En tout cas, à l'épée, c'est très très dur de coacher quelqu'un qui ait fait une arme Une autre différente Ok. parce que ça n'a rien à voir. Alors tu peux dans une certaine C'est vrai. mesure, mais si tu veux vraiment aller former un athlète de haut niveau, Vaut mieux rester dans ta spécialité. ouais c'est ça. Ça se tient. Je crois que ça se moque un peu de nous là sur le chat. Et il y a Ben qui dit que c'est un live sponsorisé par Wilkinson. D'ailleurs, vous pourrez lire La plus belle moustache. On a fait un effort avec Viken avant de venir. Absolument. Ok. Bon, est-ce que dans le chat vous avez des questions encore sur l'escrime, sur l'épée en particulier? Parce que Manon l'a bien compris, c'est pas les mêmes sports. Même si pour moi c'était les mêmes au départ. Mais bon, d'accord. Et sinon, on va pouvoir parler d'un autre sujet avec Viken. C'est l'activité que tu as préparée pour demain pour Carré. Oui, alors demain, ici à Carré, on va faire une murder party. Pour expliquer rapidement ce que S'il c'est, te plaît, parce que tu m'as expliqué rapidement tout à l'heure, mais on n'est pas sûr. ça reste dans le domaine du jeu de rôle. Ok. Donc avec donc c'est une activité où en fait tu vas incarner un rôle D'accord. et faire en général une aventure dans laquelle tu vas incarner ton personnage. Il y a un maître du jeu qui va poser le décor, un système de jeu qui va définir des règles D'accord. et pour encadrer ce jeu un peu comme un grand jeu de société. Ouais, c'est un jeu de société vivant, quoi. Ouais, c'est ça. Chacun est acteur du jeu, quoi. Ouais, et donc typiquement par exemple le jeu le plus connu c'est Donjons et Dragons. Ouais. Qui est donc Ça me un parle. jeu de rôle sur table où Ouais. tu vas jeter des dés, où tu vas avoir une fiche de personnage et tu vas pouvoir faire un peu tout ce que tu veux. Et c'est un peu les précurseurs des MMO, Oui. des RPG et des MMORPG surtout, avec cette petite ajout que contrairement à un jeu vidéo qui, voilà, même s'ils peuvent essayer de te rendre très libre, les actions que tu peux faire sont quand même limitées. Ouais. Là, tu peux faire littéralement ce que tu veux. Tu peux faire l'action la plus loufoque qui te passe par la tête. Et c'est au maître du jeu de dire tiens, ok, est-ce que
Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que le personnage va y arriver? Et donc, il y a tout un tas de règles. Alors, c'est beaucoup moins codifié ce qui est des murders. Murder. Ok. Donc, la murder, c'est un grandeur nature. Mhm. Donc, tu n'es pas sur une table assis à jeter des dés, tu incarnes vraiment ton personnage. Ouais. Généralement, il y a un dress code, voire carrément du cosplay. Ah ouais. Alors, pas dans les murders, il me semble, ou peut-être, mais pas dans celle qu'on va faire, dans celle que moi je fais. T'as pas imposé de cosplay pour demain. Non, j'ai pas, c'est complètement libre, même s'il y a des petites recommandations de tenue, de dress code, Ok. afin de mieux identifier le personnage. Ah ouais, parce que chacun a son personnage, donc si tout le monde est habillé pareil, t'as un peu plus de mal. Exactement. Donc la murder de demain, c'est sur le thème des anges et des démons et de Dieu. D'accord. Et donc chacun va incarner soit un ange, soit un démon bien précis. Et donc le dress code va accompagner. Donc typiquement, on va prendre l'exemple de l'archange Dominique, qui est peut-être le plus iconique Alors c'est pas vraiment basé sur la Bible en elle-même. D'accord. En tout cas, le système de jeu, c'est plus basé sur... alors c'est un jeu de rôle, donc j'ai plus le nom en tête, qui reprend le code biblique, mais pour un peu romancer, Pour l'adapter, ouais. avec un peu de fantaisie, pour rendre ça un petit peu plus esthétique, un petit peu plus vivant. Ouais, tu vois, ça se tient. Donc c'est sur ça que ça se base. Donc, par exemple, l'archange Dominique, c'est un archange qui est très... c'est l'archange un peu qui va faire mener les batailles du paradis. C'est un guerrier, c'est quelqu'un de très droit, de très juste, on ne déroge jamais à la règle. Et donc voilà, pour incarner ça, il y a un dress code qui peut permettre d'identifier. En fait, ça veut dire que pour demain, à chaque personne qui va participer à la murder, t'as envoyé un petit message perso pour. J'ai envoyé une fiche carrément. Une fiche descriptive. D'accord. Ok. Alors c'est pas moi qui les ai faites, c'est des fiches qui existent déjà. Ouais. D'ailleurs, la murder s'appelle Dieu est mort. Elle est disponible gratuitement en ligne. Et donc l'enquête, effectivement, la personne qui a été assassinée, ou peut-être est-ce un accident, on ne sait pas. C'est donc Dieu, tout simplement. Ce qui fout le bordel et ce qui est intriguant, comment c'est possible. Qui a fait ça? Et donc je ne vais pas teaser plus que ça. S'il y a des participants dans le Ah non, moi c'est le pitch. Tout ce que je dis là, c'est dans le pitch. C'est dans le pitch? Ok. Ouais, exactement. Ils savent qu'ils vont enquêter demain sur la mort de Dieu. Ils savent quels autres personnages il y aura dans l'assistance. Ok. Avec eux. Et donc le but est de découvrir, est-ce que quelqu'un a fait ça? Si oui, qui? Bon, on sait comment. On sait qu'il y a une histoire de manette un peu obscure qui a été abaissée. Très bizarre tout ça. Donc le but c'est d'enquêter. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait quoi? Qui est coupable? Et qu'est-ce qu'on fait? Et il y a aussi ça c'est vachement intéressant. Qu'est-ce qu'on fait par la suite? Il va y avoir toute une assemblée, des discussions, des choses comme ça. Et donc c'est une super murder, surtout pour les débutants. Les règles sont très simples. Le monde est extrêmement... on peut le prendre en main le monde très très rapidement. Okay. Les religions, surtout la religion catholique, c'est assez connu. Ouais. C'est assez connu. Il y a pas mal d'œuvres de fantasy, il y a des fictions, il y a des séries, notamment je pense à Lucifer, mais pas que. Donc ça permet vraiment d'aller... Et donc toi demain, t'es maître du jeu, donc t'as récupéré ce que tu disais, un script ou je sais pas comment l'appeler, le jeu en ligne, il y en a des dispos, et c'est toi qui as tout mis en place pour demain. Donc tu vas être le maître du jeu demain. Alors j'ai été aidé par du coup Maëva qui m'a... Ah la teamcom. Qui prend en charge une grosse partie de l'organisation. Et ouais, on fait ça ensemble. Moi j'essaie de parce que j'ai déjà fait cette murder, mais du point de vue d'un joueur. Et demain ça va être ma première expérience où je vais faire une murder en tant que maître du jeu. Ok. Ah donc t'as l'habitude de participer à des murders déjà de base? J'en ai fait 2. C'est pas la grosse habitude. C'est pas une grande habitude, mais 2 ça commence déjà. Mais par contre dans le jeu de rôle j'en ai beaucoup fait. D'accord. Donc je fais du jeu de rôle depuis des années, depuis le lycée. Et c'est pareil, c'est quelque chose que j'adore faire sous toutes ses formes. Ok. Sauf le loup-garou. Le loup-garou ça m'énerve. Aïe. Non. Ouais, mais c'est le jeu de rôle le plus accessible, je pense. Le plus accessible et le plus. En fait, c'est le jeu de rôle qui est le moins un jeu de rôle. Ok. Attention, parce que là, s'il y a des fans de loup-garou dans le chat, on va avoir des problèmes. Mais c'est un jeu qui est génial. Moi, je dis pas le contraire. C'est un jeu que. Alors, mes meilleures parties de loup-garou, c'est une expérience incroyable. Mais ça dépend avec qui on joue. L'intérêt d'un loup-garou, c'est d'avoir des discussions, de
mener l'enquête, Ouais. d'essayer de comprendre la psychologie des joueurs, qui fait quoi, pourquoi est-ce que. Tu vois, il y a limite un truc politique. D'ailleurs, je sais pas si vous savez, fun fact, à la base, le jeu du loup-garou, c'est une satire de la politique. Enfin, pas une satire, mais c'est quelque chose qui visait à voilà, décrire et en même temps dénoncer un peu Ouais. la politique, dans le sens où, à la base, il n'y avait que des loups-garous et des Et des villageois. Ouais. et donc, ça devait normalement, tu n'avais que la parole pour essayer de gagner. Oui, et puis pour avoir des informations aussi. Pour Parce avoir qu'au des final, là, avec les rôles qu'on a, Ouais. t'as certains joueurs qui ont des infos, pas d'autres non. Là, Ouais, en fait, ceux qui ont déjà fait du loup-garou, justement comme ça, avec des règles très light, où il y a vraiment très peu de pouvoir, se rendent vite compte que c'est très très dur pour les villageois. Et justement, c'était le but, c'était de démontrer que une minorité mal informée, une minorité informée, mhm. peut justement berner assez facilement une assemblée dans l'ombre. Ok. Et donc, il me semble que dans ce genre de. Si vous pouvez essayer, il me semble que si tu joues vraiment comme ça avec 2 loups-garous et peut-être 8 villageois qui servent à rien, c'est très facile pour les loups-garous de gagner et donc ils vont gagner peut-être 8 parties sur 10. À ce point-là. Ouais. Ouais, en soi. C'est pour ça qu'il y a des rôles. Oui, parce C'est que pour ça que t'as la les moyenne rôles ils te pour permettent ça. de sauver, ils te permettent de voir, la petite fille elle permet de voir ou de regarder un peu le loup-garou. Si Ouais. t'as aucune info, c'est vrai qu'au final, un mec qui est bon orateur, tu mets 2 loups-garous bon orateurs qui savent bien se défendre, ça peut aller très vite la partie. Hein. Ouais. Et après, quand tu connais un peu mieux les joueurs, ça peut être différent, mais quand tu les connais pas, ça peut être très très compliqué. Ouais. Et donc, Ah, même jouer avec des gens que tu connais, justement, il y en a qui prennent des rôles, enfin comment dire, qui jouent un rôle dans ce jeu de rôle, mais ouais. t'as l'impression de pas les reconnaître et t'as l'impression d'avoir des doutes sur eux, alors qu'au final, pas du tout, c'est juste qu'ils essaient de berner tout le monde et ça marche pas, ou ça marche bien. Ouais, moi je sais que je suis très souvent suspecté, même quand je suis très très gentil, parce que j'ai toujours ce petit aspect un peu, qui fait des petites manigances, des petits trucs et tout. Et donc je passe très vite pour un suspect, mais quand on me connaît, on arrive à faire la différence un petit peu plus. On se dit, ah ouais, il y a des petites nuances quand même. Ok. Et c'est très intéressant du coup quand tu échanges comme ça, quand c'est très basé sur le peu d'informations que les joueurs ont et le débat, les attaques, les défenses, les l'interaction, machins. quoi. Et d'ailleurs, plus tu joues avec le même groupe, plus tu apprends à jouer avec eux, Mm. plus tu développes des techniques, plus des stratégies. Et quand tu arrives avec un nouveau groupe que tu connais absolument pas et qui est là juste. Tu sais, surtout, je pense au loup-garou de fin de soirée. Ouais, quand tu joues avec Alors- des gens que tu connais pas, les techniques que tu de Ouais, base ça as mis en devient place, très vite. c'est random. Ça devient très vite. Pourquoi tu parles autant? Ouais, T'es suspect. toi tu parles trop. Toi, tu parles pas assez. On t'a pas entendu depuis tout à l'heure. T'es suspect. Et du coup, ça part sur du n'importe quoi. Et ces parties-là, ça peut être très drôle, mais moi je les Toi, déteste. c'est celle que t'aimes pas. Ouais, alors que la partie où t'es avec ton groupe de potes et tu dis, c'est lui qui est mort premier tour, et vous deux là-bas, potentiellement, vous allez bien l'emmerder premier tour et tout, t'as un peu plus de réflexion, un peu plus centré sur la personne que juste, c'est la fin de soirée, le loup-garou il va vite, tu balances un nom au hasard et puis on l'envoie au bûcher, on verra bien s'il est gentil ou pas. Quoi. Et alors, d'ailleurs, petit tips pour ceux qui jouent au loup-garou. Souvent, les accusations qui ont l'air de rien, ça vient de loup-garou. Tu sais, ouais, en général, les mecs qui tuent en face d'eux. Ouais. Ou alors j'ai entendu du bruit par là. Mm. Pourquoi tu parles autant? Pourquoi tu parles pas assez? Alors c'est pas toujours le cas, loin de là, mais on n'y pense pas, on se dit putain c'est vrai, il marque un point. Il enquête, alors qu'en fait, il envoie une accusation comme ça et il envoie un peu d'huile sur le feu en disant regardez, Ouais. c'est pas moi. et tu te dis bah attends, les loups-garous ils vont jamais accuser en premier. Et alors ils parlent pas en premier, mais ils ont tendance à accuser dans les Accuser premiers. vite, ouais. Bah oui, parce que ça rentre vite dans la tête la première accusation. Ouais, et puis Ça c'est un truc de psychologie d'ailleurs. Je digresse beaucoup, mais c'est un truc de psychologie. Les premières croyances sont les plus dures à déconstruire. Ok. Ouais, donc si t'arrives à implanter cette idée rapidement dans la partie, tu peux vite t'en sortir de. Ah ouais, bah en fait, la prochaine fois que tu fais un loup-garou, observe bien, tu verras que souvent, le premier qui accuse, ça reste dans la tête. Alors après, quand on se rend compte qu'il a dit de la merde et que la personne Ça est change morte, tout. c'est pas un loup-garou, ça change tout. Mais par contre, c'est très dur de te dire si t'as pas cet élément de non, c'était pas un loup-garou, notamment si tu joues les parties où on ne révèle pas le rôle de la personne qui est morte. Le mec il peut diriger la partie Comme il veut. Ouais. Pendant toute la partie hein, s'il veut. S'il fait ça c'est bien. marrant ça. Moi, tu vois Guillaume qui rigole un peu dans le chat, mais nous, il y a un rôle qu'on aime bien mettre quand on joue entre potes, c'est la fille du boulanger. Ok.
Je connais pas du tout. Ouais, non, bah alors là, je sais plus qui nous a ramené ce rôle débile, mais c'est très marrant. C'est la dernière personne qui se réveille dans la nuit, Ouais, parce qu'elle va faire le pain le matin à 5h, d'accord. et elle miche quelqu'un. Elle lui met une miche de pain dans la bouche, et cette personne, pendant toute la journée, ne peut pas parler. Ok. Et donc, ça crée des situations complètement random et des situations très marrantes où, en fait, le mec qui est miché, bah, c'est un loup, mais tout le monde dit ah non, on va pas voter pour le mec qui est miché. Et ça crée, nous, on rigole bien avec ce rôle-là, quand on n'est pas beaucoup, on met ce rôle-là en place. Ok. Guillaume est souvent miché parce qu'il raconte que n'importe quoi pendant tous les talks, mais c'est assez drôle et c'est vachement en contradiction avec ce que tu disais où de base c'est un jeu où tout est basé sur la parole. Ouais. Bah, nous on a carrément rajouté un rôle qui t'enlève ce truc-là et donc au final t'es juste là comme un débile, tu peux pas parler, tu essaies de faire un peu des signes mais ça avance pas à grand-chose quoi. Ouais. Moi, les rôles que j'aime beaucoup, c'est alors l'ange et notamment comment il s'appelle l'ancien du village. J'aime beaucoup ces deux rôles parce qu'ils remplissent un peu le même rôle. C'est voter pas n'importe comment. Attends, j'ai même pas. L'ange c'est celui qu'il faut pas tuer au premier tour sinon on a gagné, c'est ça? Exactement. Et l'ancien du village c'est quoi? L'ancien du village, il est immunisé à une attaque des loups-garous. la Ok. nuit. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que s'il meurt, tous les villageois perdent leur pouvoir. La petite fille, la voyante, la sorcière, le chasseur, tous. Et du coup, c'est vraiment, s'il meurt, du vote des villageois, vraiment. Ouais. Donc le chasseur qui le tue, c'est pas grave, mais Ouais, mais ça pousse, c'est vrai que ça veut dire que le vote là il pousse. et là, à du coup, une- faut voter très, en faisant très attention. Ah ouais. Je crois que j'ai jamais joué. Alors l'ange, moi je Dans l'appelais. les- Nous on l'appelait le bouffon, mais chacun, Toi, son... tu l'appelles comme tu veux. chacun son truc. Mais l'ancien du village, c'est vrai que j'ai jamais joué avec. Ah ouais, mais ça te. Enfin, en fait, à partir du moment où. Ça te pousse à une réflexion énorme au moment du vote parce que sinon tu Ouais. sais que la game elle est perdue au final. C'est ça. Et c'est voilà, les rôles qui poussent à pas voter n'importe comment, Mm. parce que c'est vraiment la situation la plus frustrante où tu es là, Ça tu vote sais en des blanc, choses. il y en a Et, deux qui sont potes, ils poussent un vote et voilà, c'est perdu. exactement. On la connaît celle-là. elle et est- même elle tu sais est ceux dure. qui disent non, lui je le connais, il serait pas comme ça, et qui se fait juste berner, ou Mm. tu vois, tu sais, des trucs comme ça peut être très frustrant. Et parfois même, ça peut être une technique. Non, lui je le connais, il joue pas comme ça, mais en fait, ils sont potes. Ouais. Ça, c'est- Et pareil, tu l'as placé en premier, biais cognitif, les gens sont bloqués en se disant non, mais lui c'est bon, Ouais. il a été validé par son pote. Ouais. Ouais, non, je Alors, comprends. alors, le petit truc que vous pouvez faire pour éviter qu'une une mauvaise idée s'implante très tôt, c'est de la contredire tout de suite. Parce que c'est pas encore implanté. Tu Ouais. es encore en phase de ah tiens, bah non, attends, non. Là, Ouais. ça peut casser tout de suite et là, tu rentres direct dans le conflit. Et là, ça peut aider justement à révéler un loup-garou. Ou alors, ça peut aider à se foutre sur la gueule entre villageois et là, t'as perdu tout de suite. Mais On est sur une parade riposte donc. oui, je pense. Et donc, ça peut être très intéressant de, tu vois, tout de suite les idées un peu. Les attaques en fait, tout simplement. Ok. Attaque, si tu as une attaque, tu peux essayer de contre-attaquer tout de Ouais, suite. ouais. Après, faut pas, ça peut être la voyante aussi ou quoi, Ouais. qui fait une accusation qui pour le coup peut être Pour bonne. le coup a du sens, ouais. Mais ça peut aussi être une petite stratégie de loup-garou. Donc faut. Et donc là, on a divergé vachement sur le loup-garou, mais C'est vrai. c'est pas bien grave. Par rapport à ta murder party, est-ce que demain aussi, il y aura. Enfin, sur la murder, tout se joue au niveau de la discussion je suppose. Absolument. C'est vraiment. Alors, pas tout. Il y a une partie d'enquête. Ok. Alors, pour teaser un petit peu, les on différents veut pas anges et- d'éléments, parce que s'il y en a qui sont venus rechercher des infos là ce soir, ils vont pas tricher demain. Bon, normalement, c'est un truc qu'ils vont avoir dès le début, mais il y a une mécanique qui permet aux anges et aux démons d'enquêter sur différentes rumeurs qui circulent Ok. sur l'enfer et le paradis. Mhm. Pour ce faire, ils vont aller demander à leurs équipes d'anges et de démons d'enquêter, ou de démons. Du coup, ça va leur permettre, il y a toute une règle autour de ça, qui va leur permettre d'avoir des infos sur différentes rumeurs. Mhm. Et donc d'aller presser les différents concernés sur tiens, Juste un qu'est-ce que truc. tu en penses de ça? Ouais, ok. Ça, j'ai entendu ça qui circule. Et ça peut donner et du coup, du coup, petit conseil pour les joueurs justement, n'essayez pas de résoudre tout seul. A priori, c'est pas possible. Essayez vraiment il faut mettre en commun des informations que vous avez. Mais quand tu dis. Donc là, tu disais, il y a Ange et Démon, est-ce que c'est deux équipes? Non, c'est Ou pas est-ce des que équipes. C'est chacun pour sa tronche. Eh, quand même. c'est chacun pour sa tronche. Ouais. C'est Donc il chacun faut aider les gens sans leur donner trop d'infos. Ouais, alors en Ouais. fait, c'est rigolo parce qu'évidemment, il y a deux camps. Il y a les anges et il y a les démons. Mais il y a toujours les petites affinités individuelles. Il y a certains anges qui s'aiment pas. Il y a Il y a certains un démon qui est pote avec se un ange. méprisent. Donc, même si globalement, les démons et les anges, ils s'aiment pas trop, ça c'est une constante, ça veut pas dire
que tout le monde, enfin qu'il y a un camp contre l'autre. Ok. C'est pas un camp qui va prouver que l'autre est coupable, ou encore que, on sait pas, mais a priori. Oh, les teasings sont énormes. Non mais, mais de toute façon, le but c'est de trouver, c'est d'enquêter sur ce qui s'est passé. Et chacun a ses intérêts, chacun a ses affinités avec les autres membres, même si globalement, quand on les fiche, on dit ah ouais, toi t'es un ange, je t'aime pas, toi t'es un démon, je t'aime pas, mais en vrai c'est plus fin que ça. Il y a des gens qui sont dans le même camp qui s'apprécient pas, il y a des gens qui sont dans des camps opposés qui, à lui quand même respect. Ok. Et donc, Ouais, en tout cas c'est pas du camp contre camp. Et tout Ça, va, je peux tout vous va le se dire. passer ici dans les locaux là. Oui, alors tout va se passer ici. Ce lieu sera légèrement aménagé pour représenter un bar sur Terre, hein, qui est en fait un endroit neutre. Parce Ok. qu'évidemment, on va pas faire une réunion au paradis ou en enfer. Et qu'est-ce que feraient les anges en enfer, les démons au paradis? Non, ça ne se conçoit pas. Donc l'endroit neutre c'est un bar. Donc l'endroit neutre, c'est sur Terre, c'est un bar, parce que le barman régiste, en fait, il est au courant pour Dieu. Lui, il sait que Dieu existe, Dieu lui a parlé, ils ont un petit peu échangé, et donc c'est l'endroit idéal pour faire cette fameuse réunion de crise. Ok. Et tout se passe sur Terre, tout se passera dans une ambiance très bar, et donc en plus c'est sympa un bar, parce que tu peux échanger, tu peux te poser, tu peux aller plutôt au buffet, tu peux aller créer des petites discussions, te lever, c'est vachement sympa comme endroit. Ton teasing m'a beaucoup plu. Malheureusement, je suis pas inscrit pour demain, mais s'il y en a une prochaine, je serai dans les premiers inscrits. Ouais, Ça a l'air très marrant. J'ai reçu le mail Ok. et j'étais là en mode qu'est-ce qu'une murder party quoi. Et j'ai pas tout compris. J'avais pas de dispo, j'avais pas de dispo demain, mais la prochaine, ça me plairait. Ouais, j'ai hâte de voir. J'ai ce que ça va hâte de donner. voir les retours aussi des personnes qui retours, participent exactement. demain. Ouais, c'est ça qui est intéressant. Surtout toi en tant que maître du jeu, c'est ta première expérience, c'est aussi super intéressant de voir Ouais. comment ça a marché. Est-ce que En tant que maître de jeu de murder, parce que de jeu de rôle j'en ai déjà fait. Ok. Ah oui, donc t'as une expérience quand même. Oui, j'ai quand même une expérience. J'avoue que un event comme ça où faut partager un univers quasiment à plein de joueurs, j'avoue que j'aurais été vachement stressé de faire ça en première expérience. Ouais. Parce que si tu connais vraiment rien, tu sais pas ce qui est bien, ce qui est pas bien, c'est compliqué. Là j'ai des notions, mais c'est juste faire tu vois, la réalisation. Ouais, la réalisation qui est Et différente. même l'organisation, c'est pas si simple. Mm. Donc à voir ce que ça va donner. Et ben, on en saura plus dans les newsletters qui vont arriver et puis avec les retours des personnes qui auront participé demain. Mais Absolument. ouais, non, ça a l'air très sympa. Je regarderai, de toute façon la Teamcom nous fera sûrement des belles photos de ce fameux bar sur Terre. Oui. Ok, top. Est-ce que dans le chat, il y a des trucs qui vous intriguent? Est-ce que vous avez des questions qui étaient restées sur l'épée ou sur la murder dont on vient de parler à l'instant avec Weekend ou sur des techniques pour gagner vos prochaines parties de loup-garou parce qu'on en a donné quelques-unes. Effectivement. Même si moi j'avoue que je suis très nul loup-garou. J'adore la technique de quand je suis loup-garou, me faire tuer moi-même premier round Ouais. pour que la sorcière me réa. Ça c'est... Alors, selon les règles, c'est interdit. Ouais, je sais, mais on s'en fout Mais des en règles. fonction du maître du jeu, ça peut passer. Effectivement, on s'en fout des règles. Ça, c'est une notion très importante en fait dans le jeu de rôle. Mhm. Alors là, je parle plus du jeu de rôle sur table. Ouais, Les murders, bon, les règles c'est quand même important. Enfin, il n'y en a plus de toute façon. En fait, dans un jeu de rôle, les règles, c'est un cadre. C'est quelque chose qui va te driver, te donner des petites approches pour rendre le jeu un petit peu fair, un petit peu, tu vois, et puis mettre en avant les... Par exemple, si t'es un guerrier, t'es content de pouvoir mettre des gros coups d'épée. oui. Si t'es un mage, t'es quand même content d'avoir des gros sorts. Mhm. Quel sort tu mets entre les mains du mage, quel stat tu donnes au guerrier. Ça, c'est des règles qui vont... Ça, dans les règles, c'est écrit. On dit, bah non, on fait ça. Ouais, c'est Et une fondation c'est qui te permet toujours- d'avoir un truc un peu normé au départ, mais... Ouais, en fait, c'est toujours à toi, et c'est une notion qui est super importante dans le jeu de rôle, c'est le maître du jeu qui décide. Ok. Et c'est pour ça qu'il faut éviter, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font du jeu de rôle un peu, c'est le maître du jeu contre les joueurs, le maître du jeu, parce que le maître du jeu contrôle les monstres. Ah, Donc la aussi, première ouais. approche, oui. Donc l'approche, c'est de dire, bah, on est opposé au maître du jeu, tu vois. Et le maître du jeu, il est un peu en mode, on va challenger les joueurs, on va essayer de leur casser la gueule. Le truc, c'est que tu ne peux pas gagner. Si le maître du jeu veut que tu perdes, tu perds. Ouais. Et je rajoute 50 points de vie au monstre, qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu sais combien de points de vie là? Tu vois. Et c'est pas ça c'est pas ça pour moi vraiment le cœur du jeu de rôle.
pour moi, un jeu de rôle, vraiment, le but, c'est de raconter une histoire ensemble. Ok, Tu ouais. vois, le maître du jeu, il te crée un monde, il te crée un setting, et effectivement, il fait une grosse partie du jeu, mais du travail. Mais le but, c'est pas de raconter une histoire à tes joueurs et de dire ah regarde, mon monde il De est toute cool. façon, t'as perdu, Non. t'es mort. Voilà ça. Mais l'inverse aussi. Ah regarde, va là-bas, t'as gagné. Bah non. Non. Le but, c'est d'explorer. C'est Le de les but, emmener dans de une histoire, découvrir. c'est de la construire ensemble et de. Ouais. Exactement. Et c'est pour ça que c'est bien aussi d'avoir des personnages qui ont certes des qualités, qui sont des personnages tu vois, qui sont beaux, enfin, beaux dans la construction, qui sont travaillés. Mais aussi, c'est bien qu'ils aient des défauts. Ça reste des humains. Il faut qu'ils traversent des aventures. Si ton personnage est parfait dès le début, Ça n'a aucun sens. ça ne sert à rien. Je suis d'accord. Ok, super. Il y a un monstre. Oh, tu l'as tapé. Ouais, t'as gagné, t'as sauvé la princesse. Bravo. Bah ouais, d'accord. Enfin, On n'a pas pris beaucoup de plaisir là. ouais, c'est ça. Et les meilleures expériences de jeu de rôle, c'est celles qui déraillent. C'est celles où tu as un joueur qui est allé fouiller là où il fallait pas. Ou alors un joueur qui est parti sur une aventure complètement différente et pendant 2 séances, tu es allé faire quelque chose qui n'a aucun sens. Mais qu'est-ce que c'est drôle. Ouais, ça doit être drôle, mais dur pour le maître du jeu de suivre un peu tout ce qui se passe. Oui. Et alors un bon maître du jeu, ça fait toute la différence. Ça, Ouais. je suis entièrement tu m'étonnes. d'accord. Tu m'étonnes. Mais des bons joueurs aussi, ça fait toute la différence. Hein. Parce que quand tes joueurs, ils sont... parce que tu vois, un joueur investi, par exemple, ça fait toute la différence. Ou alors un joueur qui est juste, tu vois, qui est de bonne humeur, qui est là, qui veut partir dans avenant, l'échange, qui est avenant. Et ce qui est dur aussi, déjà dans la vraie vie, c'est dur de pas avoir le syndrome ce qu'on appelle le syndrome du personnage principal, de te sentir plus important que les autres, de vouloir prendre toute la place. Alors dans un jeu de rôle où on te dit tu es le héros de l'histoire, C'est dur, encore ouais. plus dur parce que tu n'es pas le héros de l'histoire, vous êtes Vous êtes les héros. Ouais. Et comment est-ce que tu vas faire? Parce que tu veux que ton personnage il ait du succès, il soit beau, il réussisse tout. Mais si tu fais tout, tes potes ils font quoi? Tu vois, tes potes, c'est pas les autres aventuriers, c'est pas tes frères. C'est pas tes larmes, non, c'est pas. Non, ils sont censés être avec Ça, toi, c'est vous êtes très une équipe. triste. Ouais. Tu m'étonnes. Ok. Et ça, c'est effectivement la responsabilité plane sur le maître du jeu. Mais il faut pas oublier que le maître du jeu, il peut pas tout faire. Non, bien sûr. Ah, il peut pas te pousser à jouer si t'as pas envie de jouer déjà. Ouais, c'est Donc, ça. il Exactement. faut venir avec des bonnes intentions et après lui il t'emmène dans son monde quoi. Exactement. Mais ça c'est quelque chose qui m'intrigue. J'ai jamais fait de jeu de rôle. Ouais. Ça m'intrigue énormément. Mon petit frère est un grand fan de ça. Il fait tous les week-ends il a une soirée jeu de rôle. Et ça C'est trop cool. m'intrigue de fou. Je fais aussi énormément de jeux de rôle. Là, en ce moment, je dois avoir 4-5 campagnes en parallèle. Ah ouais d'accord. Des fois, c'est dur à suivre. Mais 4-5 campagnes en tant que maître du jeu ou un peu des. non, alors la plupart, je suis joueur. Ok. Maître du jeu, j'en ai quelques-unes, mais j'avoue que j'ai de plus en plus de mal à être assidu parce que c'est énormément de travail. Un maître Bah du ouais. jeu. Tu m'étonnes. Préparer une murder, c'est une soirée, c'est un truc. En plus, là, je peux prendre un truc qui existe déjà sur internet. Mais préparer Une campagne de préparer jeu de rôle, une t'en as- campagne, ouais, parce que je fais des campagnes. Ouais. Super bonne idée. Déjà, si tu regardes un peu un truc qui est très, qui participe à beaucoup démocratiser, on va dire, le jeu de rôle, c'est les mèmes. Il y a énormément de joueurs de jeux de rôle qui voient des mèmes de jeux de rôle et qui commencent à s'y intéresser. Ok. Et un des mèmes les plus, qui est très répandu, c'est genre le maître du jeu le nouveau maître du jeu. Ah, t'es un nouveau maître du jeu, trop cool. Tu dors bien la nuit? Ah ouais, c'est super, bah, oublie. Ok. T'as trop de trucs à préparer. Ouais, c'est du travail en amont quoi. C'est pas tu sors un jeu de société, tu regardes les règles et tu joues. C'est Ah, non. toi t'as un boulot à faire sur l'histoire, t'as un boulot à faire sur le monde pour les emmener vraiment dans la campagne quoi. Ouais, et les joueurs ont un boulot à faire sur la création de leur personnage, pas les premières parties, parce qu'évidemment, on va pas faire tu sais pas ce que tu vas faire, on va pas te dire travail. Ouais. Mais tu vois, quand tu commences à être un petit peu expérimenté et que tu veux avoir une belle expérience, tu vas créer un personnage qui a un passé dans lequel il lui arrive plein de trucs. Ok. Alors pas trop non plus, parce qu'on rappelle que vous êtes niveau 1 les gars. Tu n'as pas tant de vécu, tant d'expérience. Ça c'est aussi un beau mème où tu as le magicien qui a fait des batailles épiques à travers les plans, qui a Niveau affronté des dieux. Niveau 3, tu meurs d'un coup de dague d'un gobelin. Non, on évite. Tu n'as pas tué des dragons, calme-toi. C'est ça. Et donc, donc tu as quand même un passé Mhm. qui potentiellement t'a laissé des traumas. Mhm. Et on aime beaucoup faire des passés dramatiques Ok. dans le jeu de rôle. Et voilà, donc ça t'a fait une expérience qui fait qui tu es aujourd'hui, qui te donne un objectif, qui te donne ça peut te laisser C'est des ta tocs, personnalité en soi, ouais, c'est c'est ta personnalité. ta manière d'agir qui doit driver tout ça. Tes Quoi. convictions, super important ça aussi. Parce que, quel exemple je peux donner? Si t'es par exemple, t'es un voleur, t'as grandi dans la rue, Mhm. la vie a été dure,
les inégalités potentiellement ça peut être Quelque chose que tu aimes, ça peut te qui te toucher, touche. Ouais. qui te touche beaucoup. Ouais. Ou l'inverse. Ça peut être, selon comment tu l'as vécu, ça peut être quelque chose, ça peut t'apprendre, ça peut être quelque chose que tu as appris la dure réalité de la vie. Tu bouffes ou tu te fais bouffer. C'est tuer ou être tué, tu vois. Et ça, c'est un truc que tu dois définir dès le départ. Alors, c'est un truc que alors, c'est pas obligé. Idéalement, tu le définis dès le départ, mais pas de manière trop rigide. Ouais, Parce pour que- laisser place. Parce que le truc aussi, c'est que par exemple, moi, ça peut être très simple. Ouais, moi, je suis un mec, ça, c'est aussi le classique voleur ou le ranger qui a vécu dans la nature ou dans les rues, qui a été livré à lui-même, qui est calme et impitoyable, machin, etc. Ou 3 parties, tout le monde en a marre. Tu parles à personne, tu tues tout le monde, t'es ultra violent. Ouais, d'accord, ok. C'est pas très marrant de jouer avec toi finalement. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il peut pas avoir un petit côté fun où il fait des trucs un peu plus marrants, où il est un peu Ouais, moins ça. rigide quoi. Ouais. Ouais, voilà. Et alors, tu peux commencer comme ça. Après, le personnage Mais peut évoluer aussi. il faut qu'il évolue. Ouais. Les personnages doivent évoluer. Franchement, je trouve que c'est nul d'avoir un personnage qui reste du même, pareil, du début à la fin, qui est Quand tu fais ça sur complètement. une campagne, Enfin, sur attends, plusieurs soirées et tout, tu vis des aventures de fou, tu vis la mort de citoyens, potentiellement de tes camarades, tu vas à travers les plans, tu vas parler à des dieux, si à travers tout ça tu changes pas. Enfin, donc en fait, c'est bon, ton village a été rasé par des gobelins, tu as une personnalité qui ne change pas. C'est un peu dommage quand même. Ah, là t'es en train de me vendre les jeux de rôle fort, hein. J'espère que dans le chat aussi ça vous donne envie. Mais ouais, effectivement, c'est un truc, c'est un milieu un peu, Si je tu trouve veux un peu niche aussi, les jeux de Ouais. rôle. Alors de moins en moins, mais Ouais, oui, c'est quand même ça très s'ouvre, niche. ça s'ouvre de plus en Il y a plus. une grosse démocratisation, c'est fou, notamment avec les chaînes. Alors c'est, je vais me faire tuer, Critical Role. Critical Role qui est une chaîne, alors c'est fou, c'est des voice actors Ok. qui font du jeu de rôle, Mhm. avec notamment Matthew Mercer qui est peut-être un des meilleurs maîtres du jeu du monde, Ok. qui est incroyable et qui fait faire du jeu de rôle à... Il n'y a pas que lui, il y a son ami... Merde, c'est quoi son ami? Oh, je vais pas t'aider là. Elle s'appelle... Pardon. Donc voilà, donc ils sont, c'est une équipe de voice actors, Mhm. donc ils jouent trop bien leur Bah ouais, personnage. tu m'étonnes. Le maître du jeu, il fait des bruitages, des trucs, c'est incroyable et ça donne trop envie. Et ça, c'est sur quoi? Alors YouTube et Twitch, Ok. Ah, ils font du jeu de rôle en live. Ok. du jeu de rôle en live et c'est fou. Énorme. Ok. Et ils font ça trop bien et il y a évidemment pas que eux, il y a énormément de groupes, notamment alors en France il y a La Bonne Auberge Ok. qui est fait par des gens incroyables également, notamment pourquoi j'ai eu du mal autant avec les noms. C'est la fin de journée week-end, t'en fais pas. Ouais, on va dire que c'est Il pour est ça. 20h passé, c'est la fin de journée, le cerveau switch. Donc il y a La Bonne Auberge et il y a Table Quest qui sont alors Table Quest c'est avec notamment Joueur du Grenier, Ok. avec notamment Zerator, avec Ok, énorme. énormément de personnalités de Twitch, Du Twitch game connu. du Ouais. Twitch game connu, et c'est ultra bien aussi. Alors c'est pas le même style, donc ça peut être super intéressant d'aller jeter un petit coup d'œil aux deux, voir ce qui plaît le plus. La Bonne Auberge, c'est fini, la campagne principale, il me semble, elle est finie complètement. Ils ont fait un final magnifique, d'ailleurs j'ai assisté, c'était trop cool. Et au Grand Rex. Ah ouais. Ouais, donc c'est vraiment, ça D'accord. commence à prendre un peu de. Ah ouais, c'est une sacrée ampleur quand même. Ouais, parce que. Ah, ça ok. prend une très belle ampleur. C'est vraiment incroyable. Et donc, et justement, je trouve que ce qui est beau aussi avec La Bonne Auberge, c'est que ça met vraiment l'emphase sur l'aventure et l'histoire individuelle, c'est bien. Mais vraiment, ce qui est magnifique, c'est raconter vraiment une histoire tous ensemble. Des personnages qui évoluent, voilà, c'est vraiment trop. Et pourquoi pas sur notre chaîne Twitch carré, peut-être un jour lancer une quête en Carrément. jeu de rôle, pourquoi pas, ça pourrait être très marrant. Ah, carrément. À la base, la discussion qui a mené à la Murder, ça parlait de jeu de rôle. D'accord. Parce que la Murder, j'en ai fait que 2. Le jeu de rôle, j'en ai fait énormément. On parlait de ça, on parlait de Murder, on s'est dit pourquoi pas. Et donc, si on peut faire du jeu de rôle, moi je serais ravi de faire une campagne. Mais on peut regarder pour mettre ça en place. Maintenant qu'on va avoir du nouveau matériel pour nos tables rondes, on aura des micros pour plein de gens, on va pouvoir faire ça. Ça pourrait être très intéressant. Bah, n'hésitez pas à nous dire dans le chat et sur les réseaux si c'est des choses qui vous intéressent, si ça pourrait être une émission que vous aimeriez regarder. Et puis peut-être Viken en maître du jeu, parce que je pense que pour l'instant, dans les membres carrés, tu dois être celui qui a le plus d'expérience sur les jeux de rôle. Peut-être. À voir, on sait pas. Peut-être qu'il y en a des cachés. Hein. Peut-être Ouais, Maëva là-bas, elle fait des soirées, on sait pas. Hein. Non. Si. on va- Si, bah en plus si. Elle valide. Bon. Ouais,
Apparemment, il y a des gens qui font un peu de jeu de rôle dans Carré. Ok. Niveau expérience, moi, les seuls avec qui j'ai discuté, ils en ont peu, Mhm. mais un petit peu quand même. Mais au moins un peu d'expérience. Donc au moins. ouais, ça peut être sympathique. Si jamais vous êtes débutant, d'ailleurs pas que dans Carré, si vous êtes débutant et que vous avez un peu d'appréhension, vous avez tout ce qui est de l'acting, des règles, Mhm. voilà, parce que se mettre en scène ça peut être un petit peu compliqué, Ouais. même en comité très restreint. Bien sûr. Sachez que si vous trouvez le bon groupe, normalement on est très beginner friendly. Et en fait tout ce qui est acting, ça peut impressionner quand tu vois Mathieu Mercer qui est un voice actor, qui a une formation de foot, tu te dis mais jamais je vais faire ça. Jamais j'aurai ce niveau. Mais on ne vous demande pas de faire C'est ça. pas ce qu'on te demande, ouais. Le but, c'est vraiment d'écrire une histoire ensemble. Alors que ce soit très visuel ou pas, ce qui compte, c'est que le groupe vive cette histoire ensemble. Et si dans un premier temps, vous n'avez pas à faire d'acting, vraiment, c'est pas grave. Il y a des gens qui prennent ça très à cœur, D'accord. mais il ne faut pas oublier que c'est une grosse composante, mais c'est pas la seule. Donc le groupe, il faut que le groupe vive bien, quoi. Ouais, c'est ça. On peut faire du. Moi, j'ai fait du jeu de rôle qui était très jeu vidéo. Ok. On arrive, tiens, il y a un monstre, ok, il y a une aventure, il y a un maire, ok, moi je vais prendre la quête. Ah, il n'y a pas un tableau de quête à la Guilde des Aventuriers, tu vois, ça, c'est des composantes qui peuvent exister dans un jeu de rôle et qui peuvent ne pas du tout exister aussi. Est-ce que dans la logique de l'univers, il y a plein de monstres partout, donc il y a une Guilde des Aventuriers qui va les combattre et on leur donne des quêtes sur un tableau? Peut-être. Est-ce que c'est le. mais peut-être pas. Donc c'est au maître du jeu de décider de tout ça. Ouais, tout vient du maître du jeu et des personnes qui participent pour Exactement. créer au final main dans la pareil, main ce genre d'histoire, quoi. Si moi en tant que maître du jeu, je dis regardez, il y a un tableau de quête. Ouais, On non, s'en mais fout. moi je vais aller parler Aux gens. aux gens. J'en ai rien à foutre qu'il y ait un morceau de papier sur un mur. Tu vois, ça peut être très. Ça peut se passer comme ça aussi. Donc voilà, on a fait. Donc, pour finir sur cette partie très jeu vidéo, vraiment, des fois, on faisait quasiment que du bashing de mob. Les joueurs demandaient ça. Le Ah ouais. but, c'est de gagner de l'expérience et de Ok. l'ordre. Ok, ça plaît à certains, pourquoi pas. Donc vraiment, le jeu de rôle, on peut en faire ce qu'on veut. Ouais. C'est pas parce qu'on peut faire tout n'importe quoi que faut s'interdire des choses très basiques et très simples. Et ça peut évoluer. Il peut y avoir des joueurs qui adorent faire du bashing de mob qui se rendent compte que ah mais pourquoi je tue des monstres, tu vois. Ok, t'es niveau 20, tu fais quoi? Ah putain ouais, qu'est-ce que je fais maintenant que je suis niveau 20? On va, Tu vois, on va peut-être arrêter de tuer les monstres. Le niveau 20 c'est le niveau maximum dans Donjons et Dragons. D'accord. Euh, ça marque pas forcément la fin de ton évolution. Mhm. Mais historiquement, c'est C'est le le niveau niveau où tu atteins vraiment le palier de ça y est, tu es un aventurier accompli, tu as atteint le maximum de ta classe, etc. Ok. Et ben, niveau passion, tu nous as servi, hein, parce que je pense que, tu vois, tes deux passions sont un peu niches. On l'a dit tout à Ouais. l'heure, l'escrime, ça n'a pas une grande visibilité, même si pendant les JO, ça en a un peu. Et pareil, le jeu de rôle, même si, de ce que tu me dis maintenant, ça en a beaucoup. Et moi qui suis beaucoup JDG, j'avais pas vu ces histoires de jeux de rôle, mais je vais aller regarder un peu, ça m'intrigue maintenant que tu m'en parles. Et d'ailleurs, JDG a aussi, sur sa chaîne de Bazar du Grenier, plusieurs aventures de jeux de rôle. C'est vrai. Alors, Ça j'avais vu passer, mais j'avais pas accroché. Ouais, voilà. Il me semble que les gens ont un peu moins apprécié. Mais ça existe et c'est quand même assez sympathique. Ça a le mérite d'être là. Le maître du jeu, Maillard il me semble, c'est un excellent maître du jeu aussi. Ok. Donc après voilà, ça peut. Après, je sais pas exactement ce qui fait que les gens aiment un peu moins, mais On va peut-être les. Ouais. ça a le mérite d'exister. Ça peut donner envie à regarder. Sinon voilà, Table Quest. Sinon, Ouais, je vais aller regarder ça. L'Auberge, Je vais aller regarder ces deux-là, ça m'intrigue. Voilà. Il doit y avoir des chaînes de rediff de toute façon sur YouTube où on peut aller récupérer tout ça, donc Bien sûr. je vais aller regarder tout ça. Et bah, Viken, merci beaucoup pour ce bon moment passé ensemble. Merci toi pour l'invitation. Merci pour m'avoir. Bon, ça c'est avec plaisir. Et comme on l'a dit, hein, tous les membres Carré sont les bienvenus dans ces lives. Là, le but c'est de partager cette aventure avec tout le monde au sein de Carré. Merci de nous avoir partagé tes passions. Et bonne chance pour demain en tant que maître du jeu de cette murder. J'espère que ça se passera bien. J'ai très hâte de recevoir des retours. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Carré l'équipe. Et puis on se retrouve dès la semaine prochaine pour un live le crew avec notre ami Guillaume, où on va vous montrer que Guillaume a fait des progrès sur Rocket League. Vous en jugerez par vous-même. Bonne soirée à tous et bon match de Ligue des Champions pour ceux qui regardent le football. A plus. Salut.